Je suis Dashtaline Garo, je représente Vie-de-France.com. Et je participe avec un sentiment d'anxiété, de joie et de peur, de panique. Ce qui me fait croire que je vais remporter ce concours, je crois en mes capacités. Avec tout le temps que j'apprends, j'espère vraiment, et que je vais assurer. J'aimerais leur dire qu'ils n'ont pas de doute à avoir, qu'ils doivent être rassurés car nous allons remporter ce concours. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, on va avoir la toute dernière école. On parle de Vie de France. Vie de France, que je vous demande d'applaudir chaudement. Honorable membre du jury, chère assistance, chers collègues concurrents, j'ai le plaisir de me présenter par devant vous pour parler, pour prendre position sur un sujet qui n'est autre. Était-ce mieux avant la démocratie? L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule « Tout homme né demeure libre et égaux devant la loi ». Ce qui pourrait signifier que tout homme né est libre. Est-ce en ce sens qu'on nous demande de réfléchir sur ce sujet? Était-ce mieux avant la démocratie? En d'autres termes, ne pourrions-nous pas considérer le chemin de la démocratie comme un mauvais choix? Tout au long de notre exposé, nous allons parler pour prendre position et vous montrer que la démocratie, en dépit des difficultés d'application en Haïti, est la meilleure. Ce serait irrationnel de débuter mon discours sans parler de la démocratie, c'est-à-dire la définir étymologiquement. De manière étymologique, la démocratie vient de deux mots grecs. Démos, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir. Donc, pouvoir et peuple. Ou bien encore, peuple et pouvoir. C'est dans cette optique que dans son œuvre, dans son ouvrage, L'Esprit des lois, publié en 1748, que Montesquieu souligne trois types de gouvernement, à savoir le républicain, la monarchie et le despotique. Pour parler de la démocratie, il faut nous référer au républicain, qui est constitué de l'aristocratie, et de la démocratie. La démocratie qui est divisée en trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir exécutif, détenu par le président de la République, nous assistons au président qui est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 années. Et du gouvernement constitué des ministres, du Premier ministre et des ministres élus par l'exécutif en approbation avec l'Assemblée nationale. Fait les lois. Le pouvoir législatif, qui vote les lois, est formé de deux chambres. En d'autres termes, une Assemblée nationale bicamérale, la Chambre des députés, comprenant 99 élus pour 4 ans, et le Sénat, composé de 30 sièges, élus un tiers tous les 2 ans. Et enfin, le pouvoir judiciaire, qui applique les lois, qui fait respecter les lois, est composé des commissaires du gouvernement et
des juges. Parler de la démocratie revient tout de même à parler du peuple, de la souveraineté du peuple auquel nous assistons. Cette souveraineté qui offre au peuple le droit d'élire ses représentants. Or, la dictature qui est un régime politique où le représentant, s'impose, soit par la force ou par la violence. Il ne faut oublier également la participation politique des citoyens de la démocratie. Car pour la démocratie, l'implication de citoyens importe beaucoup. En votant les lois, en défendant à partir des partis politiques, ces partis politiques qui, dans un État démocratique, est très important, car il garantit la pluralité politique et la liberté d'expression qu'il ne faut manquer d'oublier, car c'est ce qui nous permet de dire « Mais mon Excellence Jovenel Moïse est le menteur du siècle ». C'est aussi également cette liberté d'expression qui me permet d'être là devant vous et de parler librement, sans contradiction. Maintenant, chère assistance, est-ce un jour, avez-vous rêvé qu'un de vos enfants subisse la tyrannie d'un régime dictatorial de 30 années sans pouvoir revendiquer? Ou pire encore, d'être tué, comme le dit Yves Rombol dans son article « Les Duvaliers dans l'histoire d'Haïti ». 60 000 de personnes exécutées, massacrées sous peine de vivre, ou bien sous peine de revendiquer une meilleure forme de vie en Haïti. Ou encore, beaucoup d'intellectuels, de familles massacrées parce qu'ils possédaient qu'un livre rouge qu'on disait être le livre des communistes. Il ne faut guère oublier l'engagement du citoyen, car cet engagement permet aux citoyens de se représenter dans les élections ou bien d'être représentés, de justifier, de parler, de vivre librement. Avant l'implantation de la démocratie en Haïti, il faut souligner qu'on a été martyrisé sous toute forme lors de la démocratie, lors de la dictature, en 1986, à partir de 1986. Il faut aussi souligner que le premier président élu démocratiquement est Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1990. On était contraint de ne pas citer des mots tels que le socialisme et le communisme pour ne pas être tué, exécuté. C'est dans ce concept que mon collègue et moi, nous disons que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement à adopter malgré les différentes difficultés rencontrées en Haïti. Car il faut souligner qu'aucun gouvernement n'est totalement démocratique. Tout cela pour vous dire, cette liberté que je prenais tout à l'heure me permet de dire « Hé, toi !» Mais moi? Mais non, toi! Moi? Oui. Côté compte au Caribéen, et puis il me dit il pas non même. Moi, des présidents, là, dit au côté l'allié. Bon, tout cela pour vous dire, honorable, je suis membre du jury, chère assistance, que la démocratie a permis à Georges Tiné, un jeune garçon noir, accusé de meurtre avec préméditation, d'être innocenté 70 ans plus tard, malgré sa mort sur la chaise électrique à 14 ans. Alors, demandez-vous, n'est-ce pas la forme de gouvernement à adopter et à avoir et à espérer que nos enfants subissent, excusez-moi? N'est-ce pas cette forme de démocratie
malgré les difficultés rencontrées que nous avons en Haïti. Demandez-vous, ne partez pas sans vous demander ceci, car n'oubliez pas, vous êtes l'espoir de demain et la démocratie, vous allez le faire, peu importe. Merci. N'était-ce pas mieux avant la démocratie? C'est le point culminant qui fait la rencontre de la vie de France, du Collège suisse et de l'institution du Bon Pasteur. Mais on parle d'un tournoi d'éloquence quand même. Si on essaie de considérer leur argumentation, il va y avoir des points de différenciation. Et maintenant, on va avoir les membres du jury qui vont avoir leur interrogation. Et les membres de l'école de vie de France vont répondre à ces différentes interrogations. Je te remercie pour cette présentation. Tu as beaucoup insisté sur la liberté d'expression durant ton discours. La question est, est-ce que la liberté d'expression dans une démocratie n'a pas de frontières? Donne-nous ton avis. Merci. Je vous remercie pour cette question. J'aimerais souligner que, oui, effectivement, la liberté d'expression a ses frontières dans une démocratie, car cette démocratie a des règles et est soumise à une constitution. Tout ceci pour dire que, malgré on est libre de parler, on n'est pas libre de blasphémer. Merci. Restons toujours sur le volet liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression à elle seule suffit pour parler de démocratie dans un pays? Je vous remercie encore pour la question. J'aimerais ajouter, souligner que j'ai dans mon recherche, avec mon collègue bien sûr, nous avions parlé de l'engagement également du citoyen. Donc, oser développer que la liberté d'expression est la seule règle dans une démocratie est fausse. Car l'engagement du citoyen, la participation du citoyen dans la vie politique de son pays importe beaucoup. Suffit-il d'avoir de l'engagement citoyen pour parler de démocratie dans un pays? On fait de la maïeutique là. Chaque réponse que tu donnes va soulever d'autres questions. Donc, l'engagement du citoyen ne garantit pas seulement, on ne peut pas se baser, excusez-moi, sur l'engagement du citoyen pour dire qu'un pays est démocratique. Car un pays démocratique, c'est un pays qui est soumis à une constitution pas forcément applicable dans tous les sens, car, comme je l'avais dit tout à l'heure, aucun pays, aucun gouvernement n'a aucune forme, excusez-moi pour les amendements, aucune forme de gouvernement n'est parfait dans l'absolu. Ma dernière question, parce que je ne veux pas trop vous titiller là. Es-tu d'accord avec cette réflexion qui dit que la démocratie, c'est la dictature des lois? Merci pour cette belle question. Car, je dis belle, parce que la démocratie, dire que la démocratie est la dictature des lois, je ne suis pas tout à fait d'accord, car, comme le dit bien Jean-Luc Barol, la dictature, c'est ferme ta gueule. Et la démocratie, c'est cause toujours. Je me permets de reprendre le micro. Et je vais essayer d'être beaucoup plus explicite. Quand on dit que la démocratie, c'est la dictature des lois, cela veut tout simplement dire que dans une démocratie,
tout citoyen est esclave des lois de la République. Je te donne un exemple. Si par exemple la Constitution prévoit l'organisation d'élections législatives pour le renouvellement du Sénat ou bien de la Chambre des députés, et que la Constitution a fixé l'organisation de ces élections à telle date, alors ceux-là qui, dans le pays, ont la charge d'organiser ces élections doivent respecter cette échéance-là. Donc, si cette échéance n'est pas respectée, nous ne sommes pas sous la dictature des lois et dans ce cas, nous ne sommes pas en démocratie. Quand on dit que la démocratie, c'est la dictature des lois, donc ce n'est pas la volonté du chef qui doit primer, c'est le respect de ce que la Constitution dit, exige, impose. Donc, quel que soit l'individu en question, peu importe le poste qu'il occupe, il est obligé de se plier à ces lois-là. Comme tu as dit, ferme ta gueule, il ne faut pas blasphémer. Dans une dictature, il n'y a pas de liberté d'expression, certes, mais cette liberté d'expression, même si elle n'est pas autorisée, mais il y a des citoyens engagés qui risquent leur vie pour dénoncer la dictature. Donc, quand on dit que la démocratie, c'est la dictature des lois, donc les lois ont été élaborées, elles ont été votées, et tout un chacun, quel qu'il soit et quel que soit le poste qu'il occupe, est obligé de se plier à ces lois-là. D'accord? Merci beaucoup. Je salue la présentation de Garo. Et sur ce, j'ai une question. Au fait, tout au long de l'exposé, tu te permets d'être très confiant dans le principe de la méritocratie. C'est-à-dire donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en article 1er dont tu as mentionné lors de l'introduction de l'exposé. Ma question est la suivante. Comment accepter la manipulation des lois dans une démocratie au profit d'une minorité alors qu'on est dans la démocratie? Je vous remercie pour la question. Comment accepter la dictature de la des lois en référence à une minorité? Tout ça, je vais reprendre des mots que j'ai déjà cités, comme avec la démocratie, le citoyen est libre de participer dans la vie politique de son pays en votant, en défendant ses idées à travers des partis politiques afin de garantir le bien-être social ou d'autres droits sociaux. Ils deviennent autonomes de leurs choix politiques dans le respect des lois. D'où, c'est la démocratie représentative qui choisit et se soumet aux règles choisies par leurs représentants. Je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse parce que, à maintes reprises, dans le gouvernement Jovenel Moïse, à titre d'exemple, on a pu assister à bon nombre de violations de la Constitution et des lois du peuple dans une démocratie. Donc c'est toujours une minorité qui dirige, à l'instar de la grande majorité. À titre d'exemple, on peut regarder les multitudes de décrets pris par le président. Donc comment comprendre la manipulation ou encore moins la violation d'un ensemble de lois dans une démocratie au profit d'une minorité, alors que tu as prôné bien dès le commencement que la démocratie c'est le gouvernement de la majorité. Et pour ajouter à ma réponse, que malheureusement vous n'avez pas été satisfaite, j'aimerais ajouter pour dire qu'on entre dans le principe d'état de droit qui garantit
l'égalité entre tous citoyens, que ce soit président, paysan, etc. Donc, dans le gouvernement de Jovenel Moïse, nous avons subi plusieurs formes de manipulation dont nous avons témoins. Mais j'aimerais ajouter pour dire que le président le fait par rapport au décret loi qui stipule que, prenons l'exemple de son mandat qui on réclame haut et fort est terminé, mais le décret loi dit clairement qu'il continue. Car le décret loi dit lorsque le président monte au pouvoir, l'année qu'il monte est considérée et doit immédiatement exercer son pouvoir pendant 5 années. Merci. Applaudissez encore, s'il vous plaît.